Imaginez, vous vous promenez tranquillement en forêt quand soudain, quelqu'un ou quelque chose vous pourchasse. Vous ne savez pas ce que c'est, vous ne savez pas qui c'est. Une seule chose est sûre, lorsque vous croyez lui avoir échappé, elle vous attrape et vous dévore. Telle est la légende de la bête du Gévaudan, qui fit tant parler d'elle à l'époque qu'elle remonta jusqu'aux oreilles des nobles de Versailles. La France est remplie de contes et de légendes que les habitants se racontent de génération en génération. Chaque région, chaque département enrichit sa culture avec des histoires dont on ne sait pas si elles sont vraies ou fausses. Parmi ces territoires, il y a la Vendée, un département à la culture et au folklore particulier. Bonjour à toutes et à tous, je suis Noah et en compagnie de Camille, nous allons parcourir l'iceberg de la Vendée. Je vous rappelle le concept de l'iceberg. Tout d'abord, nous évoquerons les faits les plus connus, les légendes les plus connues de l'histoire vendéenne, avant de s'enfoncer progressivement vers le fond. Débutons notre périple ici, en plein cœur de la Vendée. Nous sommes à Vouvant, l'un des plus beaux villages de France, et au cœur de ce village se trouve le donjon de Vouvant, qui est le centre de la légende de la fée Mélusine. Découvrons-la ensemble. Un jour, un jeune homme nommé Raymondin, malchanceux, tue accidentellement son oncle à l'occasion d'une chasse. Étant pris de panique, il s'enfuit dans les profondeurs de la forêt. Il arrive alors à une source magique et y rencontre une mystérieuse femme d'une beauté irréelle. C'est la fée Mélusine, mi-femme, mi-serpent, aînée de 3 sœurs, toutes maudites par le destin. Elle va réconforter Raymondin et lui proposer un marché. Je deviendrai ton épouse et te porterai chance, richesse et puissance. À une seule condition, jamais au grand jamais, tu ne dois chercher à me voir le samedi. Raymondin, séduit, accepte sans hésitation. Grâce à Mélusine, Raymondin devient le plus puissant seigneur de la région, avec, au cœur de son domaine, la tour de Vouvant. Elle aura été bâtie en une nuit par Mélusine avec des pierres transportées dans son tablier magique. Chaque samedi, Mélusine s'enferme seule dans une pièce fermée à double tour. On dit qu'elle y retrouve sa forme originelle, mi-femme, mi-dragon. Des rumeurs circulent alors sur sa véritable identité. Raymondin va donc transgresser le contrat. Mélusine s'en aperçoit et après avoir grandement exprimé sa colère, s'enfuit. Elle erre désormais, selon la légende, aux alentours du donjon de Vouvant. Peut-être l'entendrez-vous un soir en vous baladant au centre du bourg. Voici notre premier mystère, maintenant terminé. Ne soyez pas surpris si vous le connaissiez déjà, nous n'avons effleuré que la surface de l'iceberg. Maintenant nous allons entrer un peu plus en profondeur. Je vous invite donc à mettre la tête sous l'eau. Le plus ancien mystère du département est sans doute celui de la pierre des Merlières, aussi appelée la pierre des Farfadets. Elle est recouverte de environ 362 gravures, toutes datant du néolithique ou de l'âge de bronze. Et encore aujourd'hui, on ne sait pas ce que veulent dire ces gravures. Tout au long de l'histoire de la Vendée, la pierre des Farfadets fit répandre plusieurs légendes à son sujet. La première affirme que cette pierre fut attachée à une dame blanche. Puis elle fut ensuite appelée Palais de Gargantua. Il s'agirait d'une pierre que le géant avait laissée ici. Les marques représentées seraient simplement les traces de ses gros doigts. Cette référence au géant n'est pas étonnante du tout. L'auteur de Gargantua, François Rabelais, était moine à l'abbaye de Maillezais et vivait à Fontenay-le-Comte. Enfin, certains pensent que les Farfadets avaient joué à un jeu, la caguenette, sur cette roche qui avait servi de plateau. Ce jeu utilisait des boules marron issues de chêne, ce qui avait donc creusé ces marques.
En réalité, d'après certains historiens, les traces sur cette pierre pourraient symboliser un rituel, une cérémonie d'un peuple ancien. L'avantage, c'est qu'il y a véritablement toute une histoire, probablement, racontée sur cette pierre. Le relevé des gravures l'a démontré. Il y a une véritable scène, peut-être cérémonielle, qui a été gravée et qui est complètement entourée par d'autres gravures, entre autres ce personnage portant des haches. Malgré tout, aucune pierre similaire n'a jamais été retrouvée. On a bien cru en dénicher une un moment, à quelques pas d'ici. Néanmoins, celle-ci datait seulement du Moyen-Âge, contre le néolithique pour la première pierre. Aucune preuve de la réelle symbolique de ces éléments a été à ce jour retrouvée. Qui sait, peut-être, un jour, en trouverons-nous l'origine. Afin de mieux comprendre la suite de notre périple, il nous faut aborder un sujet tout particulier, la présence du catholicisme en Vendée. Nous sommes ici à la cathédrale de Luçon, lieu où vécut autrefois le cardinal de Richelieu. Néanmoins, ce n'est pas pour cette raison que les Vendéens sont aujourd'hui si attachés au catholicisme. Pour comprendre cela, il nous faut avancer un petit peu dans le temps pour arriver en 1793. À ce moment-là, la Révolution était bien installée en France. Les Vendéens étaient au départ favorables à ces principes. Mais en 1793 est décrétée la levée de masse, une mobilisation partielle de la population à des fins militaires. En parallèle, l'opposition gronde à cause de la constitution civile du clergé qui réduit les pouvoirs et l'influence de l'Église. Les Vendéens, peuple particulièrement croyant, reçoivent très mal ces mesures prises à Paris. Des révoltes et même une contre-révolution éclatent, souhaitant le retour du clergé tel qu'il était, la fin de la levée de masse et le retour du roi au pouvoir. De grandes figures comme les généraux Charette et Catelino symbolisent cette prise d'armes. Ce mouvement sera réprimé par la force par le général républicain Turreau et ses célèbres colonnes infernales. Des massacres sont organisés. Des églises remplies de populations innocentes sont incendiées. On tue les femmes, les enfants sans aucune preuve ou recherche de proximité avec l'armée catholique et royale de Vendée. La Convention nationale programme l'anéantissement de la Vendée et le général Turreau écrit qu'il faut passer au fil de la baïonnette tous les brigands qui seront trouvés les armes à la main ou convaincus de les avoir prises pour se révolter contre leur patrie. On en agira de même avec les filles, femmes et enfants qui seront dans ce cas. Les personnes seulement suspectes ne seront plus épargnées. Tous les villages, métairies, bois, guets et plus généralement tout ce qui peut être brûlé sera livré aux flammes. Le général républicain Carrier ordonne quant à lui d'enlever toutes les subsistances, les denrées, les fourrages, tout, en un mot, de ce maudit pays, de livrer aux flammes tous les bâtiments, d'en exterminer tous les habitants. Ces discours de haine vont progressivement pousser les Vendéens vers les royalistes et l'Église catholique encore plus qu'ils ne l'étaient déjà. Tout cela a été conservé dans la mémoire de la Vendée. Cela se matérialise par les hommages rendus qui sont assez réguliers, l'inauguration du mémorial de la Vendée ou encore la présence du parc du Puy du Fou. Alors, pourquoi est-ce que je vous raconte cela ? À la base, il s'agit d'un iceberg des légendes de Vendée. Eh bien, cet héritage s'est vraiment transposé dans les contes et les légendes du territoire. C'est pour cela que les histoires qui vont suivre, qui sont au cœur du folklore, sont toujours en lien avec la religion catholique. On se retrouve ici à Saint-Benoît-sur-Mer, au centre du bourg. Nul ne se doute qu'à cet endroit-là se trouve la source d'un des plus grands mystères de Vendée. Sur le toit de l'église bâtie durant la guerre de Cent Ans, on y retrouve un lapin qui fume la pipe. Question très importante, pourquoi y a-t-il une statue aussi étrange au sommet de cette église ? Question plus importante encore, que fume ce lapin ? En effet, nous sommes à un bon centenaire de l'apparition du tabac en France.
À cette époque, ce n'était pas très courant, mais les Européens fumaient parfois de la lavande ou de l'eucalyptus pour des vertus médicales. Il y a deux légendes qui collent à l'apparition de cette statue, mais une fois de plus, aucune certitude quant à la véracité de ces propos. La première dit que pendant la guerre de 100 ans, les navires britanniques avaient bombardé l'église, ce qui l'avait partiellement détruit. Les moines procédèrent alors immédiatement à sa reconstruction. L'un d'eux avait alors trouvé un bloc de pierre assez particulier et décida d'en faire un lapin qui fume la pipe. Les autres religieux trouvèrent l'œuvre magnifiquement réalisée et décidèrent de l'installer sur le toit de l'église. La seconde, quant à elle, affirme qu'un moine de Saint-Benoît-sur-Mer avait l'habitude de nourrir ses lapins en fumant la pipe pendant le carême. Puis un jour, son évêque lui rendit une visite inopinée. Le moine, se sentant coupable, cacha la pipe, et en hommage à cet épisode, sculpta une statue de lapin qui fume la pipe. Enfin, ça, c'était ce qu'on croyait jusqu'au XXe siècle, jusqu'à ce qu'un vieillard vienne contredire les différentes versions. Il affirmait être le petit-fils d'un charpentier ayant participé à la rénovation de l'église en 1860. Et il disait ceci: « Parmi les maçons se trouvait un joyeux luron, connu pour faire la cour aux filles du pays. On l'appelait le chaud lapin. Les travaux une fois terminés, ses camarades sculptèrent un lapin en plâtre et le placèrent sur le toit de l'église, en lui disant « Tu ne pourras plus faire la cour aux filles, nous t'avons monté sur l'église. » Ce dernier, amusé, monta lui-même ajouter une pipe à l'animal. Si tout cela paraît bien bon enfant, la question est en réalité beaucoup plus grave qu'elle n'en a l'air. Pourquoi l'Église catholique, habituellement si dure vis-à-vis des dérives religieuses, a laissé passer cela? Pourquoi est-ce que durant la Révolution, la Terreur et les colonnes infernales, là où de nombreuses églises ont été fermées pour moins que rien, cette église a été conservée? Vous êtes toujours là? Très bien. Armez-vous de votre meilleur équipement sous-marin, nous partons dans les profondeurs de l'iceberg. Et pour la prochaine destination, nous sommes à seulement quelques kilomètres d'ici. Allez, je vous y emmène. Nous sommes désormais à Angles, juste à côté de Saint-Benoît-sur-Mer, et là aussi nous retrouvons une statue au sommet de l'église. Néanmoins, il n'y a qu'une seule et unique légende à son sujet. Il était une fois une bête tapie dans la vallée du Trousse-Poil qui terrorisait la population. Après de multiples échecs des moines et curés du voisinage, un saint homme d'une piété exemplaire, l'abbé Martin, se proposa de l'exorciser. Avant de s'exposer à un si grand péril, il passa 5 jours et 5 nuits dans le jeûne et la prière. Au bout de ce temps, il alla résolument trouver le monstre dans son marais, le jeta d'un signe de croix à ses pieds et le rendit aussi doux qu'un agneau. Une demi-heure plus tard, il arriva suivi de la bête au village d'Angles. La foule des paysans, à la fois épouvantée et joyeuse, acclama Martin, sauf les filles du bourg, qui, au lieu de remercier l'abbé de les délivrer du pareil danger, se moquèrent de lui. « Père Martin, êtes-vous berger du diable ?» Martin, agacé, finit par ordonner à sa bête de monter sur le pignon de l'église. Lorsqu'elle fut parvenue au sommet, il fit un signe de croix, ce qui la changea en pierre. Puis il cria « Tu resteras ici toute l'éternité, et tu ne vivras que de la beauté des filles d'Angles. » Aussitôt dit, aussitôt fait, les filles assemblées se sentirent devenir laides. Vous l'avez compris, la malédiction était terrible. À chaque baptême, le visage angélique des fillettes s'enlaidissait irrémédiablement si, par malheur, elles croisaient l'épouvantable regard d'une malbête. Mais n'allez pas imaginer que depuis, les filles d'Angles sont laides, bien au contraire, car un curé plus malin eut l'idée, un jour, de percer une porte latérale à l'église pour déjouer le regard de la bête.
Nous approchons maintenant du fond de l'iceberg. Les histoires qui vont suivre vont s'avérer être les plus intéressantes depuis le début de la vidéo. Pour la suite de nos légendes, ce n'est pas un village qui est concerné, mais l'ensemble du département. Dans les années 80, aux quatre coins des routes de Vendée, des témoignages ont raconté avoir croisé sur leur chemin un moine autostoppeur. Celui-ci, après être monté dans la voiture, restait silencieux et refusait toute conversation. Il demandait juste au conducteur de le ramener en ville. Puis soudain, durant le trajet, il prononce la phrase suivante. « L'été sera chaud, l'automne brûlant, l'hiver sanglant. » À la suite de ce propos, le moine situé sur la banquette arrière de la voiture venait de disparaître. Cela peut paraître comme une simple histoire, mais la gravité va devenir tout autre quand les automobilistes vont faire le choix d'en parler à la police. La police va alors leur confier que ce n'est pas la première fois qu'ils entendent parler de cette histoire. Avec la médiatisation, les témoignages vont se multiplier. Ce qui est marquant avec cette histoire, c'est que tous les témoignages sont identiques, à un détail près. Certains affirment que le moine aurait dit être un fantôme du XVIIe siècle originaire de l'abbaye des Fontenelles de La Roche-sur-Yon, où nous nous trouvons actuellement. En réalité, la police va finir par mener une véritable enquête tellement il y aura de témoignages. Ils vont interroger une grande partie des curés de Vendée afin d'essayer de trouver la véritable origine de ce moine, et ce, aux quatre coins du département. Mais rien ne sera vraiment trouvé. Deux hypothèses se font face et se contredisent. La première dit que ce moine n'est qu'un fou cherchant à faire peur aux Vendéens. D'ailleurs, au même moment, on rapporte qu'un prêtre d'un ordre ancien se baladerait en faisant du porte-à-porte aux alentours de Aigrefeuille-sur-Maine, en Loire-Atlantique, juste à côté. Mais dans ce cas, comment ce moine faisait pour disparaître à l'arrière de la voiture ? Tout cela fait étrangement écho à la légende des autostoppeuses fantômes. Elle est identique à celle du moine, si ce n'est qu'à la place d'un moine, il s'agit d'une femme vêtue de blanc. L'idée d'un mensonge des témoignages est peu probable car ils sont identiques, sont issus de personnes qui ne se connaissent pas et habitent aux quatre coins du département. D'ailleurs, depuis 40 ans, aucun n'a changé d'avis. Enfin, bien sûr, pour la fantaisie, il se peut que ce soit un véritable fantôme, mais cela manque de rationalité pure. Quoi qu'il en soit, peut-être que vous le rencontrerez un soir au bord des routes de Vendée. Ça y est, nous touchons le fond de l'iceberg, nous arrivons au bout. Après avoir parcouru les quatre coins de la Vendée, voici le moment venu de vous révéler notre dernier mystère. Selon certaines personnes, une partie de l'histoire vendéenne aurait été effacée, et plus particulièrement à l'époque de la Révolution. Certains registres documents de cette époque auraient été brûlés afin de minimiser l'impact des massacres des colonnes infernales. Dans le département des Deux-Sèvres, qui correspondait à l'époque au nord de la Vendée, de nombreuses communes n'ont plus de registres datant de la Révolution, comme à la Chapelle-Gaudin, le Breuil-sous-Argenton ou encore Cérizay. À Sirières, le motif supposé du trou est nommé explicitement. L'incendie des registres d'état civil causé par la guerre vendéenne. Même chose à Carlet, le rédacteur évoque la phrase « la guerre qui a ravagé la Vendée » comme cause principale des destructions. Par ailleurs, un cas spécifique interpelle encore plus, celui de Thouars et de Saint-Jean-de-Thouars. Un registre y mentionne « Le 30 mai 1793, l'officier public interrompu de ses fonctions par la prise de Thouars. Cela s'est fait brutalement.
De plus, le registre ne fait aucune mention de la bataille alors qu'il s'agit d'un événement majeur des guerres de Vendée. Enfin, en 1805, les archives départementales de Niort furent incendiées, détruisant ainsi des documents et registres uniques. Que contenaient ces documents? Quels secrets avaient-ils en leur sein? Personne ne le saura jamais. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Nous espérons qu'elle vous ait plu. Encore un grand merci à Dylan Chenonceau pour sa vidéo sur les mystères de Vendée qui nous a été, tout au long de notre périple, d'une grande utilité.